La vieille Marta Jiménez s'était pendue dans sa cellule. Les gardes restaient immobiles derrière sa grille, tandis qu'un voile macabre enveloppait un mobilier rudimentaire. Un lit, un WC, une table et une chaise. Tout commença 2 mois plus tôt. La vieille dame regardait un documentaire sur le parc naturel de Doñana quand elle s'emporta. Ce n'est pas en ouvrant des parcs qu'on sauvera de cette planète. Et sur ces quelques mots d'indignation, elle éteignit la télé. Martha était préoccupée par la déforestation et l'effet de serre partout dans le monde. Mais elle était alors loin de se douter que, pour une fois dans sa vie, elle n'allait pas se contenter de déplorer une situation préoccupante, sinon qu'elle serait à l'origine d'un acte militant et fondateur d'un nouvel âge. Énervée, elle sortit promener son chien, Chulo, dans la carrière qui faisait face à son appartement, et dont le sol bétonné était transpercé par les mauvaises herbes et les hautes tiges. L'orage été de la veille, un 15 août, avait fragilisé les immenses parois de sable et de pierre calcaire. Son chien sentait le danger. Il fixait un point de la paroi en grognant. Martha leva les yeux dans cette direction, et il y eut un éboulement de terrain. La coulée arriva jusqu'à ses pieds, et la simple idée de mourir la fit plus frissonner que l'éboulement en soi, qui n'avait duré que quelques secondes. Chulo se tut d'un coup et courut vers le sommet de la montagne debout. Chulo, reviens Chulo. Mais le chien ne revenait point. Elle s'engagea dans l'ascension, enfonçant ses vieilles chaussures dans le terreau visqueux. Arrivée en haut, elle s'assit pour reprendre son souffle et vit son chien creuser la terre avec acharnement. Elle le rejoignit et l'aida à déterrer un petit coffre orné de fer et de laiton. Son voisin Diego avait entendu l'éboulement et l'observait aux jumelles depuis son balcon. Il la vit revenir avec le coffre, son chien lui tournant autour en bondissant. Intrigué par l'objet, Diego sortit sur son palier et l'attendit. Il l'interpella dans la cage d'escalier. Señora Jiménez, vous allez bien? J'ai entendu l'éboulement et... Depuis quand ma santé vous préoccupe-t-elle, monsieur le Couras? L'homme ne sut quoi répondre, mais se sachant démasqué, il en vint à la question qui le préoccupait vraiment. Qu'avez-vous donc trouvé, Señora le Couras, dans la carrière là-bas? Ça ne vous regarde point, si vous permettez. Elle passa devant lui et monta à l'étage où elle vivait. Diego resta seul sur le seuil de la porte, les mains sur les hanches, à contenir sa frustration et son désagrément. Vous me donnerez une explication tout tard, madame. Mais Marta Jiménez claqua sa porte et il ne termina pas sa phrase. Le coffre était posé sur la table du salon. Marta était assise en face. Chulo était sur ses genoux, reniflait l'objet, jetait des regards interrogateurs à sa maîtresse. Rien ni personne ne bougeait, à part le pendule et son régulier tic-tac. Le coffre ne présentait aucune serrure apparente. Des reliefs sculptés représentaient des conquistadors, à pied ou dans des pirogues. Des Indiens semblaient les accompagner et leur tracer une route, tantôt dans la jungle, tantôt sur un large fleuve. Une inscription avait été gravée à même le coffre. Nacidos de una semilla, vivían para sembrar. Ce qui veut dire, à peu près textuellement, nés d'une graine, ils vécurent pour semer. Mystère. Martha observa les représentations et, ne sachant comment l'ouvrir sans forcer, alla chercher un chalumeau et des outils. Elle revint avec les outils, alla sur son balcon et commença à chauffer le métal. Il y eut un clic et le couvercle s'entrouvrit, faisant sursauter Martha et Chulo. À l'intérieur, il y avait un rouleau de papier et 10 petits cailloux. Elle alla dans le salon avec le coffre et resta de longues minutes à méditer. Chulo lui-même ne bougeait plus et elle se résolut à déplier soigneusement le rouleau jauni. Un texte était écrit dans ce qui semblait être du vieux castillan. Martha ne comprit rien aux lettres allongées et presque illisibles qui noircissaient le parchemin. Elle ne reconnut qu'une signature en bas de page, Geronimo Levrero, et une date, 28 août 1536. Elle mit le texte dans une pochette transparente et prit l'un des petits cailloux dans sa paume. Chulo renifla, puis s'en alla, indifférent. Malgré son âge avancé, Martha avait un ordinateur et savait bien s'en servir. Elle chercha donc un site où apprendre le vieux castillan, et un mot après l'autre, elle parvint, au prix de grands efforts, à décrypter l'essentiel de la lettre. Lettre que nous allons vous lire. À toi, inconnu. Si tu lis ces lignes, c'est que tu as trouvé la combinaison pour ouvrir le coffre ou que tu en as forcé l'ouverture. Voilà 10 jours que je suis revenu des Amériques. Je ne pense qu'à repartir, mais la maladie m'oblige à rester alité presque tout le jour. Commençons par dire que le royaume que j'ai servi grandit grâce au commerce d'épices. Un sac de poivre valait hier plus que l'or des Incas et motivait la plupart de nos expéditions. Cher comme poivre, disons-nous. Et ce n'est que récemment qu'on s'est rué vers l'or et l'argent. Mais je n'ai que faire de ces richesses. Seule la légende de l'or vert m'intéressait. On racontait que des graines poussaient bien plus vite que les autres, le genre de graines qui suffit à reboiser le monde. J'appris d'abord leur existence d'Atahualpa, l'empereur inca assassiné. Plus tard, le père Andrea me fit remettre le journal d'Ambrosius et Inger,
né en 1500 et mort en 1533. Vous savez, l'Allemand qui découvrit le lac Maracaibo, fonda la ville du même nom et alla jusqu'en Colombie pour y mourir d'une flèche empoisonnée. Dans son journal, il fait mention de ces graines. Je ne savais pas à quoi elles ressemblaient. L'Allemand n'en faisait pas la description. Aucun croquis ne figurait dans son journal. Il parlait simplement des graines des Amazonas. Mais pour moi, ça justifiait largement une expédition à travers le Nouveau Monde. Appelons cet élan incontrôlable l'appât du grain. Au cours de ces expéditions, le navigateur allemand est entré en contact avec une tribu précolombienne, les Chibchas. Ces Indiens avaient pour coutume de jeter des objets en or dans le lac de Guatavita. Le chef de tribu se recouvrait de poudre d'or avant de s'y baigner. Pour ces Indiens, l'or n'était pourtant pas grand-chose comparé à ces graines du fond des âges. J'ai retrouvé cette tribu, et après bien des péripéties, le grand chef m'a conduit au volcan dormi, où j'ai rencontré l'homme plante qui m'a remis les graines, tel que le veut la prophétie. J'ai jusque-là bien veillé sur ces graines, mais me voilà malade. J'ai fait le choix de n'en planter aucune. J'enterre simplement le coffre qui les protégera des affres du temps. Le monde n'en a pas encore besoin, et j'espère qu'il les trouvera en temps voulu. Martha reposa la lettre sur le bord de la table. Les graines s'étaient perdues, avant de reparaître 5 siècles plus tard. À l'intérieur du coffre, les cailloux n'avaient pas vieilli. Martha les observa davantage sans y voir de ressemblance avec des graines. Elle relut plusieurs fois la lettre, notamment la fin, où Geronimo Levrero exposait le procédé intrigant de germination de ces graines magiques. J'espère que ce début d'histoire vous a plu. Bon, on va arrêter avec cette voix dégueu. Je sais pas faire les vieilles. Ça, c'était un début d'histoire. Si vous voulez connaître la suite, je vous invite à aller en description. Vous trouverez un super lien renvoyant vers un super roman, plein de suspense, une intrigue à couper le souffle, avec un petit message philosophique à la clé. Voilà. Et les amis, je vous remercie pour votre appui, votre support. Likez, abonnez-vous, partagez, faites ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. 2050, la Terre est en proie à la surpopulation, à la pollution, au manque d'eau et aux guerres. Super. Les États se disputent de maigres ressources. Côté science,